Bonsoir, on a enquêté pendant plus d'1 an sur les stratégies des constructeurs automobiles pour vous faire acheter leurs voitures les plus chères, les fameux SUV. Regardez autour de nous, il y en a absolument partout. Alors, prix d'achat, consommation de carburant, sécurité ou encore respect de l'environnement, on a tout passé au crible pour vous. Et vous allez découvrir que tous ces petits secrets, justement, l'industrie automobile n'a aucune, mais alors vraiment aucune envie que vous les connaissiez. Je viens d'une époque où les télés étaient carrées. Regardez les températures de cet après-midi. Elles seront chaudes à Marseille. Une époque où les voitures étaient minuscules. Moi, j'aimais bien la Citroën C1, la Twingo. Mais ma préférée, c'était la Fiat 500. Dans la petite Yaris de mon père, j'en ai vécu des mésaventures. Vous n'avez pas vu le stop? Vous ne roulez absolument pas normalement. Pendant ce temps-là, j'imaginais que les voitures de demain seraient plus petites, volantes et sans pot d'échappement. « 20 ans ont passé, je me suis bien plantée. Vous avez remarqué, vous aussi? Ils sont partout, de plus en plus gros, de plus en plus hauts. Pas facile, non, de trouver sa place au milieu des SUV. Les SUV se sont imposés aux Français. Si vous n'en avez pas encore, vous avez le choix. Dacia vous propose son Bigster, 24 990 €. Peugeot, son 3008, 40 200 €. Et Renault, son Rafale, 46 000 €. Ce n'est pas franchement donné. Et pourtant, ces gros véhicules représentent désormais la moitié des ventes de voitures neuves en France. SUV pour Sport Utility Vehicle. En bon français, véhicule utilitaire de sport. En 2024, il s'en est écoulé 842 463. Comment les constructeurs ont-ils réussi à vendre aux Français ces voitures lourdes, onéreuses, si gourmandes en essence? Au départ, les SUV n'avaient pas vraiment la cote. Souvenez-vous, jusqu'au milieu des années 2000, on les appelait encore 4x4. Le style bas odeur avait très mauvaise presse. Si les 4x4 sont plus polluants, c'est à cause de leur poids, 1,5 tonnes, et de leur système de roues motrices. Leur moteur très puissant consomme beaucoup d'énergie. À l'époque, c'était mal vu d'en posséder un et de rouler avec en ville. Le seul terrain accidenté que l'on rencontre, ce sont les trottoirs, mais ça n'entame pas l'enthousiasme des adeptes. Je suis golfeur et j'ai un énorme chien. Donc vous voyez, pour ça, il me fallait une voiture assez spacieuse. Et vous savez que c'est néanmoins une voiture qui pollue beaucoup, plus que les autres? J'en suis désolé. Mais alors, comment est-on passé du détestable 4x4 au SUV cool et branché? Grâce à un constructeur venu du Japon, Nissan. En 2007, il lance le Qashqai sur le marché français. Pari gagnant. Nous retrouvons l'ancien directeur de la communication de la marque, Arnaud Perrier-Gustin. Il est encore tout fier de nous raconter ce coup de maître marketing. Parfait. Facile à garer, hein? Super créneau. Le fameux Qashqai. Le Qashqai, eh ben oui, effectivement. Il est là et il a bien vieilli, moi, je trouve. Donc là, ils ont joué sur la carrosserie en mélangeant des éléments de la berline et du SUV pour avoir à la fin un véhicule très homogène en termes de design. Vous avez de la place en longueur, mais aussi en hauteur.
et les barres de toit qui apportent un cachet aventure, un cachet SUV au modèle. Mais il reste un problème de taille. C'est gros comme engin. Alors Nissan va inonder nos écrans avec une publicité devenue mythique. Dans ce spot, le Qashqai se faufile partout comme un skateboard. Trop facile pour le garer. Nouveau Nissan Qashqai, le crossover compact à l'épreuve de la vie. Le premier frein était bien sûr que c'est un véhicule trop important pour la ville. Donc ils disent, regardez, au contraire, on a un véhicule qui est prêt pour affronter toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer en ville en termes de trafic, en termes d'embouteillage, en termes d'embûches. Donc non, c'était vraiment... Ça, c'est malin, ça, de faire ça. Ah oui, c'était malin. Depuis son lancement, en 2007, Nissan a vendu près de 400 000 Qashqai en France. Plus de 4 millions en Europe. Un carton commercial. Tous les constructeurs automobiles se sont engouffrés dans ce segment. Donc, un des premiers, c'était la Peugeot 3008, qui est vite arrivée sur le marché après la sortie du Qashqai. Maintenant, la concurrence du Qashqai, elle est énorme sur l'ensemble du marché. Chaque constructeur a désormais sa gamme de SUV. Pour nous les vendre, ils ont imaginé des slogans au message très profond. La vraie force vient de l'intérieur. Vous allez avoir beaucoup trop envie de l'essayer. Vous avez tout compris. Avoir de l'allure, ça fait toute la différence. Désormais, vous en croisez à chaque coin de rue. Combien sont-ils exactement, ces SUV apparus après 2007 ? Un homme a pris le temps de tous les compter. Jean-Baptiste Croas est ingénieur des mines, spécialiste de l'analyse des données. Il travaille pour l'organisation environnementale WWF. C'est l'un des rares à avoir accès à la plus grande base de données sur le parc automobile français. Les chiffres sont issus du ministère de l'Intérieur. Ces millions de lignes, ce sont toutes les immatriculations des voitures vendues en France ces 20 dernières années. C'est une mine d'or, en fait, ce que vous avez là. Absolument. Vous avez donc un total d'à peu près 40 millions de véhicules qui ont été vendus en France depuis 20 ans. Et sur ces 40 millions, à peu près 9 millions, si on arrondit à l'unité supérieure, de SUV. Grâce à ces données, il a pu montrer ce virage pris par tous les constructeurs, la SUVisation. Voici l'évolution des parts de vente de SUV entre 2003 et 2023. Cette petite bosse, c'est l'arrivée du Qashqai en 2007. À partir de cette date, les ventes de monospace puis de berline chutent inexorablement. Les SUV se vendent de manière équivalente aux berlines aujourd'hui. Et c'est inquiétant dans le sens où les SUV remplacent des catégories de véhicules qui sont moins polluantes. Ces véhicules sont plus lourds, plus puissants, moins aérodynamiques, et cela entraîne une augmentation de la consommation de carburant de 15% et de facto plus 15% d'émissions de CO2. Mais qui est le plus gros vendeur de SUV en France ? Cocorico, le numéro 1 serait Peugeot, avec 1,6 million de voitures ces 15 dernières années. Voici les deux SUV à essence les plus vendus de la marque, le 2008 et le 3008. Nous avons comparé leurs prix catalogue à ceux des berlines de même catégorie chez Peugeot. Le 2008 coûte 28 050 €. La 208, elle, ne coûte que 21 500 €. Quant au 3008, il est vendu au prix de 40 200 € contre seulement 33 400 € pour la 308. Quelle est l'astuce financière des constructeurs pour convaincre les automobilistes d'acheter ces SUV plus chers ? Contacté, Peugeot a refusé toutes nos demandes de tournage. Ouais. C'est bon. Nous nous rendons dans une concession de la marque avec une caméra cachée. Nous nous faisons passer pour un couple sans enfants qui dispose d'une somme suffisante pour acheter une petite citadine. Bonjour. Oui, volontiers, ouais. C'est une première voiture. Ok.
Donc, C'est un bon choix de venir chez Peugeot. Ah, ben, merci. Au contraire. À peu près ce que vous cherchez en termes de taille. Non, c'est pas trop. C'est principalement pour aller au travail. Ok. C'est 20 km par jour. La ville. Ouais. C'est un véhicule que vous utilisez pour les vacances, pas du tout. Oui, et sachant que nous, on a 20 000 euros, quoi. En fait, aujourd'hui, en petit format, on va avoir 208, une petite citadine. Donc pour la ville, c'est très bien. Pour se garer, c'est une bonne taille. Par contre, si vous êtes amené à faire un peu plus de route, c'est un peu moins confortable. Après, on va avoir 2008, qui est un petit SUV. C'est le plus polyvalent, entre guillemets. Et ça permet d'avoir un confort, une taille assez réduite pour de la ville ou des trajets extra-urbains, et un bon volume de coffre. Très vite, le vendeur nous oriente vers un SUV. C'est même la première voiture qu'il nous fait essayer. On est en position de conduite un peu surélevée par rapport à une 208. On a l'impression de dominer un peu la route. 208, on est plus bas, on est dans un espace un peu plus confiné que sur 2008. Quel est l'avantage? Aujourd'hui, si il y a autant de SUV sur la route, le principal argument des personnes qui veulent un SUV, c'est en fait on arrive à mieux capter ce qui se passe autour de nous quand on est un peu plus en hauteur. Vous pouvez vous installer dans un 208 pour comparer? Ah, pourquoi? Je vais fermer la porte pour que vous ayez la bonne sensation. Voilà. C'est plus bas, les surfaces vitrées moins importantes. Le pare-brise, en fait, il est plus incliné. Donc du coup, on a cette impression, vous voyez, le pare-soleil, le rétroviseur intérieur, voilà, tout est un petit peu plus bas. Bas, confiné, moins confortable. Waouh, ça vend du rêve, hein, la 208. Tu trouves pas, chérie? Ce serait dommage. Ouais. Vous voulez qu'on regarde si ça peut donner en termes de prix Ouais, volontiers, volontiers. Déjà, je commence par la 208. En hybride, on commence à 23 550, ok, sur la version de base du véhicule. Donc, on est à peu près dans les clous. Et sur 2008, en hybride, on commence à 30 900 euros. Okay. Si vous voulez acheter le 2008 avec l'enveloppe que vous avez, bah, ça va être un petit peu juste. Okay. Plus de 7 000 euros d'écart. Le SUV semble hors d'atteinte. Mais le commercial a une solution. Aujourd'hui, rares sont les clients qui achètent des voitures au comptant. Ça se fait presque plus. Ah oui? Ça disparaît. Nous, aujourd'hui, 85% des ventes qu'on fait, c'est de la location. Aujourd'hui, si vous allez voir d'autres marques, c'est monnaie courante. Tout le monde doit vous proposer de la LOA. Les gens disent leasing plutôt. Ouais, leasing. Ouais. C'est une location avec option d'achat, mais tout le monde appelle ça le leasing, ouais. Ouais. Voilà donc l'arme des constructeurs pour doper leur vente de SUV. La LOA. La location avec option d'achat. Le particulier le loue entre 3 et 5 ans. À la fin du contrat, 2 options s'offrent à lui. Soit il achète la voiture, soit il la rend au concessionnaire qui la rachète à un prix fixé d'avance. Le commercial calcule le montant des loyers. En leasing, l'écart de prix entre la 208 et le 2008 se réduit énormément. En gros, en mettant un apport de 3 000 euros, ça vous permet de mensualiser le véhicule et ça vous coûte 330 euros par mois. C'est pour la 208. Je vais faire la même chose sur le 2008. D'accord. On a 370 euros avec 3 000 euros d'apport. C'est vraiment une toute petite différence du coup. Hein. Bah oui, là, entre les deux, on a 40 euros d'écart par mois. Alors qu'en free facture de la voiture, on a 7 000 euros. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de locations. C'est que les gens peuvent se permettre de monter en gamme ou de monter sur un véhicule où ils n'auraient peut-être pas forcément les moyens de l'acquérir au comptant. Ne vous inquiétez pas, je ne manquerai pas de vous appeler. Très convaincant, le commercial de Peugeot. On s'est presque vu au volant de notre 2008 en location. Sauf qu'ensuite, on a rencontré Léo Larivière. Cet expert de l'automobile travaille pour Transport et Environnement, une ONG qui surveille de près les stratégies des constructeurs. Au lieu d'acheter directement son véhicule en faisant un crédit ou en l'achetant comptant, donc en voyant tout de suite le prix que va coûter le véhicule, donc le surcoût que représente le SUV, eh bien, on va payer un loyer mensuel pendant 3-4 ans. Et donc, le surcoût du SUV, finalement, il est lissé dans un loyer. Et donc, on a réussi, du côté des constructeurs automobiles, à faire passer la pilule financière grâce au leasing. Et qui dit véhicule SUV, dit véhicule plus cher aussi à l'utilisation, parce qu'on va consommer plus de carburant. Et donc, in fine, les Français se retrouvent enfermés dans une mobilité automobile de plus en plus chère, avec des véhicules de plus en plus gros.
Et justement, les marges sur les SUV, est-ce qu'elles sont plus intéressantes pour les constructeurs que les marges, par exemple, sur les berlines? Les coûts de production d'un SUV ne sont pas beaucoup plus élevés que les coûts de production d'un véhicule classique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur les mêmes plateformes de production. Si on soulève le capot d'une 2008, on va retrouver le même moteur que sur une 208. Donc au final, les coûts de production vont être maîtrisés, vont être absolument similaires. Par contre, les marges sont plus élevées parce qu'on peut justifier d'un prix supérieur grâce à justement cet imaginaire de prestige, ce marketing qui est associé au SUV. C'est d'une certaine manière un peu la recette miracle que les constructeurs automobiles ont appliquée depuis maintenant 15 ans pour gonfler leurs profits sans accroître fondamentalement leurs coûts de production. Ces SUV en location représentent en réalité un business en or pour Peugeot. C'est ce que nous allons découvrir avec un des journalistes de Cash qui s'est fait embaucher chez un distributeur de la marque.